Donc on va parler d'architecture de réseaux divers et variés, en particulier un petit peu plus sur les réseaux convolutifs et puis sur les réseaux récurrents également. Et puis je passerai quelques minutes à la fin à parler de problèmes d'optimisation pour préparer le séminaire qui suit de Yann Olivier qui va parler un peu plus en détail des problèmes d'optimisation reliés à l'apprentissage profond. Alors recommençons par les réseaux convolutifs. Donc on a beaucoup parlé de ça la semaine dernière naturellement, mais il y a pas mal de variantes dont on n'a pas particulièrement parlé, dont je voudrais parler un petit peu. En particulier, la combinaison de, j'y reviendrai dans un cours ultérieur, mais en particulier la combinaison de réseaux convolutifs avec des systèmes qui permettent de reconnaître des objets multiples. Alors c'est une idée qui remonte à assez loin, qui remonte au début des années 90 en fait, dont j'ai parlé aussi la dernière fois, l'idée de répliquer des réseaux convolutifs sur une grande image pour pouvoir détecter des objets multiples en glissant la fenêtre. Mais beaucoup de progrès ont été faits sur la question ces dernières années, particulièrement pour la détection d'objets, et je voudrais en parler un petit peu. Alors la dernière fois, on a vu que les réseaux convolutifs ont beaucoup augmenté en profondeur ces dernières années, en fait ces derniers mois, où on se retrouve maintenant avec ces réseaux qu'on appelle à résidus, qui peuvent aller jusqu'à 50, 100 ou 150 couches. Ça semble un petit peu extrême et ça semble un petit peu, comment dire, un espèce de gâchis de couches, mais en fait, l'effet de l'empilement de ces couches en fait, est de permettre au système d'émuler une espèce d'algorithme itératif. C'est-à-dire, plus on met de couches, plus on se rapproche d'un système qui fait plusieurs pas d'itération, en fait, au lieu d'être simplement un réseau de neurones avec juste quelques couches, donc quelques pas d'itération. Si on a 150 couches de ce type-là, on a des couches qui, d'une part, peuvent faire des opérations relativement complexes, et puis ces connexions saute-mouton dont j'ai parlé la dernière fois permettent aussi au système de ne pas se retrouver bloqué si une des couches est un petit peu dégénérée au niveau de ces matrices de poids, auquel cas le gradient ne se propagerait pas correctement. Donc ces connexions saute-mouton permettent au système d'éliminer en fait les couches qui n'apprennent pas grand-chose et de recruter celles qui ont été initialisées du bon côté pour pouvoir faire quelque chose d'utile. Mais à mesure qu'on augmente le nombre de couches, bien sûr, on se rapproche d'un système qui en fait est d'une certaine manière itératif et fait un nombre relativement grand d'itérations. Donc avec ces couches ces connexions saute-mouton, en fait, on pourrait imaginer que si la réponse nécessite un certain nombre de couches, disons un certain nombre de pas qui peut varier avec l'entrée, ce système-là peut faire une cinquantaine de pas, disons, et ensuite utiliser ces connexions directes pour directement connecter à la sortie. Et le nombre de pas peut varier en fonction de l'entrée. Donc comme j'ai dit la dernière fois, on ne comprend pas très bien pourquoi ces systèmes marchent encore. Ils sont très très récents en fait, mais une idée possible, c'est le fait qu'ils permettent au système en fait, d'apprendre des espèces d'algorithmes un peu simplifiés. On reviendra là-dessus un peu pour les réseaux récurrents dans quelques minutes. Alors pour la détection d'objets, on a parlé la semaine dernière de l'idée de glisser une fenêtre sur l'image, qui bien sûr marche très bien. Donc ici on a... Oups. On a un exemple de ce genre de méthode. C'est une figure qui est tirée du article du système Overfit qui avait été proposé dans la compétition ImageNet en 2013. Et ce système donc, prend l'image à plusieurs échelles et applique le réseau convolutif dont l'entrée fait 220 par 220 ou quelque chose comme ça, avec une fenêtre glissante, simplement en répliquant le réseau sur toute l'image. Et pour chaque catégorie, on a une espèce de carte d'intensité, si vous voulez, qui nous dit, donc ça c'est la sortie de détection pour la catégorie ours. Et donc elle s'allume ici parce qu'elle voit l'ours, mais évidemment il n'y a pas de localisation très possible. Elle s'allume ici plutôt vers la droite de l'image. Ici, ces unités-là voient toutes l'ours, et c'est celles qui ont suffisamment de recouvrement avec l'ours pour le voir.
Et puis, à mesure qu'on observe une image de plus grande résolution, on voit cette carte qui se précise un peu plus pour pouvoir faire la localisation. Mais en fait, ça, ce n'est pas assez bon pour faire de la localisation précise. Et les critères de performance dans ce genre de choses, en fait, mesurent le recouvrement de la boîte prédite avec celle qui a été proposée. Alors déjà, il y a une limitation, c'est que la fenêtre est de taille fixe. Et bien sûr, les objets peuvent avoir des rapports hauteur-largeur différents, donc ça ne peut pas nous permettre de faire des prédictions très précises. Alors, il y a une autre idée qui consiste simplement à rajouter 4 sorties au réseau. Et ces 4 sorties, en fait, prédisent la position de la boîte qui comprend l'objet à l'intérieur de la fenêtre. D'accord ? Donc c'est exactement le même réseau, sauf qu'au lieu des 200 ou 1000 catégories sorties qu'il a en sortie pour chaque catégorie, il y en a 4 supplémentaires. Et ces 4 sorties encodent le centre de la fenêtre, de l'objet reconnu, ainsi que sa hauteur et sa largeur. Et donc ensuite, quand on passe ce réseau de la même façon avec ces fenêtres-là, quand le réseau, par exemple, est une fenêtre qui est centrée sur la tête, il peut inférer évidemment que l'ours dépasse de la fenêtre de ce côté-là, donc il va pouvoir faire une prévision, en fait, une prédiction sur la position de la fenêtre. Et ça, c'est le résultat de ces prédictions. Donc là, c'est clair qu'il y a une prédiction assez correcte. Et au fur et à mesure que plus de ces sorties détectent l'ours, en fait, elles font des prédictions qui se recouvrent toutes, plus ou moins. Et en faisant une espèce de vote, et de vote majoritaire, on peut essayer de trouver une fenêtre qui cadre bien l'ours, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc ce genre de méthode marche relativement bien. Pour la détection d'objets, il y a un autre type de méthode qui est apparu juste quelques mois après celui-là, qui s'appelle RCNN, ça veut dire Region CNN, et qui consiste en fait à avoir un réseau qui fait des détections de propositions d'objets, et ensuite un autre réseau qui regarde plus précisément à cet endroit-là. Une technique proposée par Ross Gershick, qui à l'époque était à l'université de Berkeley, qui depuis est allé à Microsoft Research et qui depuis quelques mois maintenant est à Facebook Air Research en Californie, en fait à Seattle. Donc c'est ce genre de méthode disons les méthodes les plus simples qui permettent de faire de la localisation. Dans quelques minutes, je parlerai d'une localisation encore plus précise en utilisant la technique Deep Mask de Ronan Colbert, juste un petit peu plus tard. Mais dans l'intervalle, je vais parler de certaines applications des réseaux convolutifs dont je ne pense pas avoir parlé la semaine dernière. En particulier, l'utilisation de réseaux convolutifs pour la reconnaissance d'objets en très très grand nombre, dont on ne connaît pas les classes a priori. Donc, par exemple, la reconnaissance de visage est un exemple de ça. La reconnaissance d'objets spécifiques, comme par exemple des monuments ou des endroits particuliers. Il y en a des dizaines de milliers, des millions peut-être. Et on n'a peut-être pas d'image de chacun de ces objets-là. Mais par contre, une fois qu'on a une image, on pourrait essayer de comparer cette image aux images qu'on a précédemment dans le domaine des vecteurs de caractéristiques extraites par le réseau convolutif. Donc, dans le cas de la reconnaissance de visage, c'est un système ici qui s'appelle DeepFace, qui a été construit par Yaniv Tagman et Ming Yang à Facebook. C'est le système que Facebook utilise pour faire la reconnaissance de visage online. Ce système n'est pas activé en Europe. Donc vous n'avez pas le plaisir d'en profiter ici, mais c'est activé dans plusieurs pays du monde. Donc quand vous téléchargez une photo sur Facebook, les gens dans la photo sont détectés et reconnus s'ils sont vos amis. Et ça vous permet de les étiqueter automatiquement. Et puis ensuite, on demande à l'ami en question s'il veut bien être étiqueté. Alors, donc, ce système fonctionne de la manière suivante. Il y a un système de détection d'image qui est assez rapide et assez simple. Ensuite, une détection de points clés dans le visage qui permettent d'aligner un espèce de modèle 3D moyen d'un visage sur l'image. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça permet ensuite de
comment dire, d'appliquer la texture. On peut considérer ça comme une texture qui est appliquée sur ce modèle 3D, et on peut ensuite faire tourner ce modèle 3D pour avoir une vue frontale. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Ce modèle est aligné, et ensuite on fait une rotation dans l'espace 3D pour obtenir une vue frontale du visage, et puis on peut déplier aussi les côtés un petit peu. Donc on a une image qui est très bien centrée. On n'a pas besoin de s'affranchir de problèmes de position, d'échelle, etc. C'est vraiment très bien calibré. Et ensuite, c'est un réseau convolutif. Alors ce réseau convolutif a la caractéristique que les couches élevées n'utilisent pas de poids partagé. C'est-à-dire que la raison pour utiliser des poids partagés dans un réseau convolutif est le fait que si une caractéristique, un motif apparaît à un endroit de l'image, il y a très forte chance qu'il soit utile de le détecter ailleurs dans l'image. C'est pour ça qu'on répète les combinaisons de poids, le noyau est répété et répliqué sur toute l'image. Mais évidemment, si l'image est bien centrée si le visage est bien centré dans l'image, on sait à peu près où sont les yeux, on sait où sont la bouche, etc. Donc il n'est pas forcément nécessaire de détecter des motifs de haut niveau sur toute l'image. Donc la manière dont on fait ça, c'est que les couches supérieures, qui sont plus des convolutions, ont toujours des connexions locales, mais chaque position a un ensemble de poids différents, donc peut se permettre d'apprendre à détecter des motifs différents en fonction de l'endroit. Donc il est probable que les détecteurs qui sont en haut à gauche ici vont se focaliser sur l'œil, ceux-là sur l'autre œil, ceux-là sur la bouche, etc. et vont se spécialiser pour ça. Alors il y a deux manières d'entraîner un réseau comme ça. La première, c'est d'avoir une collection de visages et puis d'entraîner un classifieur simplement. Enfin, donc une des expériences qui avait été faite dans ce cas-là, c'était, je crois, avec 4000 catégories, donc plusieurs photos d'à peu près 4000 personnes. On entraîne un système à faire la classification de ces 4000 personnes. Ensuite, on enlève la dernière couche. On utilise simplement l'avant-dernière couche comme un vecteur de caractéristiques. Et pour chaque personne qu'on doit reconnaître, on entraîne un classifieur spécifique à cette personne. Ce classifieur spécifique, en l'occurrence, il y a plusieurs manières de construire. Une possibilité, évidemment qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de chaque personne et on a beaucoup moins d'exemples de la personne en question que de toutes les autres personnes réunies. Il faut une méthode qui est un petit peu robuste vis-à-vis des équilibres des fréquences des classes, et puis une méthode qui soit bien régularisée parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples pour la catégorie en question. Donc une bonne méthode pour ça, c'est simplement des SVM linéaires, bien régularisés. Une autre méthode possible serait une méthode par plus proche voisin, en fait, tout simplement, ou un modèle gaussien de densité, disons un modèle génératif sur les caractéristiques extraites du réseau de neurones. Mais alors si on va faire ce genre de choses, ce serait bien de s'assurer que les vecteurs qui sont produits par ce réseau de neurones, en fait, pavent l'espace de tous les visages correctement. Et pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage métrique. Alors c'est quelque chose dont vous entendrez parler encore en long et en large à travers par les gens qui travaillent un peu sur la langue naturelle, sur la question-réponse, etc. Parce que c'est beaucoup utilisé dans ce domaine-là. Mais c'est de plus en plus utilisé pour l'image. Donc il y a plusieurs méthodes. Une dont je vais parler en particulier qui s'appelle DrLim. Alors c'est un acronyme, ça veut dire Dimensionality Reduction by Learning and Invariant Mapping, mais on prononce ça DrLim. Ça fait un peu comme Dr No, ça fait un peu un film de James Bond. Et alors l'idée est relativement simple. On prend le réseau convolutif et on prend une sortie qui n'est pas une sortie qui est censée représenter une catégorie, mais c'est simplement la dernière couche de caractéristiques, si vous voulez. Donc juste avant l'endroit où on mettrait un classifieur, si on voulait mettre un classifieur, on ne va pas vraiment mettre un classifieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux images de la même personne, on va faire passer ça par le réseau, donc c'est deux copies identiques du même réseau, en fait, donc avec les mêmes poids. Ces deux réseaux produisent deux vecteurs, et ce qu'on va dire, c'est qu'on voudrait que ces deux vecteurs soient le plus proches possible l'un de l'autre. Ce sont deux images de la même personne, peut-être des vues différentes, des coiffures différentes, etc., avec des lunettes, pas lunettes et autres. Mais c'est la même personne, et on voudrait que ce vecteur, en fait, code l'identité de la personne et pas
et paramètres d'instanciation de cette photo particulière. Donc on prend ces deux images et on essaie de rapprocher ces deux vecteurs le plus possible l'un de l'autre avec un coût quadratique, disons une distance quadratique entre les vecteurs, c'est très simple. Mais alors si on fait ça sans se préoccuper d'autre chose, si c'est la seule fonction de coût qu'on minimise, ça ne marche pas du tout parce que ces deux réseaux en fait, finissent par ignorer complètement l'entrée et produire deux vecteurs constants qui sont égaux. Donc il faut un terme contrastif qui force le réseau à produire des vecteurs différents quand on lui montre des visages de personnes différentes. Et alors bien sûr, il y a beaucoup de manières de choisir cet exemple contraire. Et si on choisit un exemple contraire qui est très très différent de l'image de référence, le système n'a pas grand-chose à apprendre, le vecteur de sortie va déjà être très différent. Donc il faut essayer de trouver des visages qui peuvent être confondus avec l'image de référence, de manière à ce que leurs vecteurs soient relativement proches, et donc du coup les repousser. Alors, il y a tout un tas de techniques comme ça pour ce qu'on appelle pour la production, la détection, enfin comment dire, l'extraction, si vous voulez, dans la base de données d'exemples contradictoires, d'exemples contraires. Et il y a une littérature assez importante là-dessus. Mais alors là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu le contraire. On va repousser les deux vecteurs l'un de l'autre. Mais alors la manière dont on les repousser correctement, donc dans le cas de Dr Lim et dans le cas d'autres... Donc l'idée est relativement simple. Si on a donc si cette quantité en fait est la distance entre la sortie du réseau pour la première forme, évidemment c'est toujours paramétré par les paramètres, et l'autre. Alors, je mets bien la distance elle-même, pas la distance au carré. Donc c'est la distance euclidienne. Donc on peut faire payer un coût quadratique pour rendre ces deux choses différentes dans le cas où les deux... donc ça, c'est dans le cas où x1 et x2 sont dans la même classe. Et puis il y aura une autre fonction de coût dans le cas où ils ne sont pas dans la même classe, qui serait quelque chose comme ça. Et alors ça, ce serait une fonction de coût du genre ça. Alors ce symbole-là, avec les crochets et le plus, ça veut dire simplement partie positive, c'est-à-dire que c'est la fonction ReLU, si vous voulez, qui veut dire si l'argument est positif, c'est la fonction identité, si l'argument est négatif, c'est simplement 0. Donc c'est une fonction de coût de ce type-là qui va repousser les deux vecteurs les uns par rapport aux autres, qui va les éloigner les uns des autres avec un coût linéaire, jusqu'à ce que leur distance soit supérieure à une certaine marge m, qu'on peut choisir un petit peu arbitrairement, c'est simplement un changement d'échelle sur la sortie, mais c'est disons une constante. Et alors il y a un point où, donc soit il va être possible pour le système d'éloigner les vecteurs au-delà de cette marge, auquel cas le coût peut éventuellement être 0, ou ça ne va pas être possible, et dans ce cas, il va y avoir une espèce d'équilibre entre le coût quadratique et le coût linéaire qui satisfait un petit peu toutes les contraintes et qui essaie de paver l'espace de sortie de manière à ce que les points soient un petit peu tout bien répartis sur la sortie. Donc la collection de ces deux termes, oups, qu'ai-je fait, est ce qui nous permet de... alors, je n'ai plus le undo, voilà. Alors la fonction de coût au total va être une somme de deux termes, en fait.
qui va être cette distance que j'ai écrite ici, la même qui est ici, plus celle-là. On a deux coefficients devant qui indiquent si x1 et x2 sont de la même classe ou pas. Donc delta 1, 2 indique si x1 et x2 sont de la même classe. S'ils sont de la même classe, on active ce terme-là. S'ils ne sont pas de la même classe, on active ce terme-là. C'est aussi simple que ça. Et bon, on peut évidemment calculer le gradient de cette boîte propagée à travers sans problème. Donc ça, c'est la fonction de coût Dr. Lim. Il y a un point important que je devrais répéter, c'est le fait qu'il n'y a pas de carré ici, dans cette fonction. Ici, il y en a un, par contre. Pour cette fonction-là. En fait, on peut ne pas en mettre ici, simplement avoir un coût linéaire mais, au lieu de quadratique. Mais c'est très important de ne pas mettre de carré ici à l'intérieur. La raison est que si on met un carré ici, ce coût... alors je vais prendre une couleur horrible pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Ce coût, en fait, va devenir du coup une espèce de parabole inversée. Et alors ça, c'est pas bon parce que le gradient, ici à 0, est nul. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si le réseau par mégarde projette toutes les images à 0, 0, il n'y aura aucun gradient pour en sortir. C'est-à-dire que la fonction de coût sera élevée, mais comme le gradient sera 0, on n'arriverait pas à en sortir. Et beaucoup de gens font cette erreur, et ça ne marche pas. Donc il ne faut pas mettre de carré ici, quoi. Alors, il y a beaucoup de fonctions de coût de ce type que les gens ont trouvées au cours des années. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais disons, c'est l'idée de base de l'apprentissage métrique. Alors, la deuxième chose dont je veux parler, c'est l'utilisation coopérative de réseaux convolutifs et de modèles graphiques type CRF, donc de champs aléatoires conditionnels, Conditional Random Fields. Alors typiquement, c'est quelque chose qu'on veut utiliser lorsque, par exemple, au réseau d'un problème du type essayer d'identifier la pose d'un corps humain. Alors on peut avoir entraîné un réseau convolutif à détecter la position de points clés sur le corps, comme par exemple le visage, les épaules, le coude, les poignets, etc. Mais très souvent, ces étiquetages sur une image réelle sont un petit peu ambigus, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fausses détections de certains de ces points clés un peu partout. S'il y a plusieurs personnes dans l'image, on peut confondre le poignet d'une personne avec celui de l'autre. Dans certaines images, certains poignets n'apparaissent pas quand la main est derrière. Donc il faut arriver à en fait, faire une interprétation cohérente de la position relative de toutes ces détections pour arriver à une extraction correcte de la position de chacun de ces caractéristiques. Alors déjà, il y a la question de savoir comment on fait une localisation précise de ces points caractéristiques. On peut faire une localisation approximée avec un réseau convolutif avec beaucoup de pooling et de sous-échantillonnage à l'intérieur, mais le problème de ça, bien sûr, c'est que la carte de sortie est de résolution plus faible que l'image d'entrée, et donc la localisation des caractéristiques est assez peu précise. Donc on obtient des blobs d'activation, mais qui ne nous disent pas précisément où sont les points caractéristiques qui nous intéressent. Donc ça, c'est une idée qui a été proposée par Jonathan Thompson, qui était étudiant à NYU avec Chris Bagler, qui maintenant travaille à Google. Et cette idée consiste à reprendre les cartes de caractéristiques qui sortent du réseau à un certain niveau, donc avant les étages de pooling, et de faire tourner un réseau sur simplement une fenêtre. Donc une fois qu'on a détecté la position de la tête, par exemple, approximée, on prend une fenêtre dans l'image qui se focalise là-dessus et qui prend une partie de l'image, c'est cette fonction crop, et qui produit un réseau convolutif de taille plus petite, sans pooling, donc qui peut vraiment extraire la position exacte de l'objet.
Alors c'est un petit peu plus cher, bien sûr, parce qu'il faut faire tourner un certain nombre de ces réseaux. Et c'est une idée un petit peu similaire à l'architecture RCNN de Rosgerschik, où aussi on se focalise sur des propositions d'objets pour en faire la reconnaissance. Mais dans le cas Rosgerschik, c'est appliqué à la reconnaissance. Là, c'est plutôt appliqué pour la localisation d'un petit nombre de classes, comme par exemple les points clés sur les corps humains. Alors voilà le résultat final, mais il y a une étape supplémentaire dont je ne vous ai pas encore parlé, que je vais vous montrer dans une minute, qui permet de trouver une interprétation un petit peu cohérente de tous ces points et d'arriver à tous les mettre en correspondance en tenant compte des contraintes géométriques du corps humain. Et alors la manière de faire ça, c'est de brancher ce qu'on pourrait appeler une sorte de modèle graphique par-dessus le réseau de neurones. Donc une espèce de graphe de facteurs, comme on les appelle, factor graph. Et plutôt que vous donner des formules, je vais expliquer un petit peu intuitivement comment ça marche. Donc c'est relativement simple. Donc ici, on prend la carte de détection du visage. Donc on se retrouve avec une activation autour du visage. Et puis on la rend un petit peu floue en faisant une convolution avec un petit noyau gaussien ou quelque chose de ce genre-là. Donc on fait la convolution avec ça, et ça nous donne une carte qui est un petit peu floue par rapport à celle qu'elle a. Donc ici, il y a eu deux propositions pour un visage, un ici et un là, parce qu'il y a le visage de quelqu'un qu'on voit un petit peu à moitié ici. Et par ailleurs, on a un détecteur d'épaule, d'épaule gauche en l'occurrence, qui s'est allumé sur cette épaule, qui aussi s'allume là-bas pour une raison mystérieuse. Et là, cette carte, enfin, la carte d'activation ici est relativement précise. Donc maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à faire coopérer ces deux cartes pour dire s'il y a une épaule ici, le visage devrait être à peu près par là. Et c'est le rôle de cette carte ici. Donc ce que fait cette carte, elle dit si je vois une épaule dans le centre de mon image, voilà une espèce de distribution de probabilité de la position relative du visage. Dans toutes les images que j'ai vues, j'ai observé le centre du visage à cette position relative par rapport au centre de l'image ici qui contiendrait une épaule gauche. Donc ça nous donne une proposition en fait de cette épaule gauche qui nous dit le visage devrait être ici à peu près. Donc ensuite on prend l'espèce de carte de probabilité. Ils ne sont pas vraiment des probabilités, c'est plutôt des scores. Mais on prend disons la carte des scores des visages. On la multiplie terme à terme par la carte des scores du visage prédit par l'épaule gauche. On multiplie ces deux terme à terme et en fait ça élimine les mauvaises propositions de visage qui ne sont pas cohérentes avec la détection de l'épaule. D'accord ? Et on peut voir en fait toute cette opération-là comme une opération typique qu'on utiliserait dans un champ de Markov ou un champ de Markov conditionnel. Donc un CRF. Enfin un champ aléatoire conditionnel plutôt. Mais en fait, comme toutes ces opérations-là sont différenciables, on peut les voir comme faisant partie intégrante de tout le système. On va les entraîner avec le reste par descente de gradient stochastique, tout à fait comme le reste. Donc c'est une réflexion que Sebastian Song a fait il y a plusieurs années dans ses travaux sur la connectomique, disant que si on prend un réseau convolutif à beaucoup de couches, qu'on répète de nombreuses fois, on peut voir les opérations faites par ce réseau convolutif local comme étant similaires aux algorithmes d'inférence de champs de Markov ou de modèles graphiques. Et donc, de certaine manière, il n'y a pas besoin d'utiliser de méthodes séparées, champ de Markov ou CRF, par-dessus un réseau convolutif. On peut voir les dernières couches du réseau convolutif comme faisant un petit peu la même chose. Alors l'espoir de Jonathan, quand il a commencé ça, c'était effectivement d'avoir une correspondance directe entre les dernières couches du réseau convolutif et un espèce de CRF, de modèle graphique. En fait, il s'est aperçu que grâce à l'entraînement, il n'avait besoin que d'une couche. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de répéter l'opération
de cohérence ici. Ça marche à peu près aussi bien simplement avec une seule couche qui, bien sûr, tenait compte de toutes les interactions entre toutes les catégories. Donc je ne vais pas vous ennuyer avec le résultat, mais il a battu plusieurs records là-dessus. Alors maintenant, on en vient aux méthodes un petit peu plus précises pour la localisation d'objets. Et ça, ce sont des méthodes dont l'idée de base, disons, date d'à peu près 1 an, mais dont la réalisation à l'intérieur d'un grand système complet de vision et localisation, dont je vous ai montré des exemples auparavant, est très très récente en fait, date de quelques mois simplement. Alors là, l'idée, c'est donc l'idée de cette méthode qu'on appelle DeepMask, qui a été proposée par Pinheiro et Colobert, et puis un papier par la suite à ICCV par Pinheiro, Colobert et Dollard. Et là, l'idée est non pas de produire simplement des coordonnées d'une boîte, d'un objet, comme je montrais avec l'exemple de l'ours tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de sorties qui proposent la catégorie, et puis par ailleurs, il y a 4 sorties qui en fait donnent les coordonnées de la boîte contenant l'objet. Ici, c'est plus précis. En fait, on va carrément sortir une carte qui est le masque de l'objet. D'accord ? Donc, le système va être entraîné simultanément à produire une catégorie et produire un masque de l'objet considéré. Et ça marche bizarrement très bien. C'est-à-dire que donc ça, ce sont des exemples de propositions d'objets qui sont produites par DeepMask. Et c'est assez impressionnant. Alors, il y a une équipe à Facebook qui s'est formée pour faire un système pour participer à la compétition Coco, qui est organisée par Microsoft, dont les résultats ont été publiés à ICCV au mois de décembre dernier. Et c'est un système en fait assez compliqué qui utilise une séquence donc, qui prend une image, 200 pixels en gros, qui fait passer ça dans un réseau convolutif et qui ensuite prend les cartes de caractéristiques à plusieurs échelles pour produire un masque par raffinement successif multi-échelle, un petit peu comme une reconstruction par ondelette. Donc c'est une architecture un petit peu compliquée, surtout quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de ces modules. Mais encore une fois, c'est relativement facile de construire ces architectures par assemblage de boîtes. Le gradient sera calculé tout simplement à l'intérieur. Alors, donc il y a une première proposition de feature, une espèce de masque, si vous voulez, à basse résolution qui est proposée, puis ensuite raffinée par des boîtes qui voient les caractéristiques à échelle plus fine pour ensuite produire un masque relativement précis. Et ça marche très bien pour faire des propositions d'objets et puis des catégorisations simultanément. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on applique ce système-là, c'est assez cher en calcul, parce qu'on doit appliquer ce système avec une fenêtre glissante. Donc, pour chaque fenêtre, le système produit un masque. Et ce masque, bien sûr, pour l'objet, il se peut que l'objet reconnu ne soit pas centré dans l'image, donc il va produire un masque qui va être un petit peu décalé. Donc ensuite, il va falloir voir dans quelle fenêtre l'objet est complètement contenu dans l'image pour utiliser celui-là en fait, pour la reconnaissance. Et puis ce genre de choses peut se passer à plusieurs échelles et puis à plusieurs tailles de fenêtres d'entrée. Donc ça conduit à ce qu'on pourrait caractériser d'usine à gaz. Depuis que je suis aux États-Unis depuis 27 ans, j'essaie de trouver l'équivalent, une phrase équivalente en anglais qui voudrait dire usine à gaz. Je n'ai pas trouvé, mais j'aime bien le concept. Enfin, j'aime pas le concept, mais j'aime bien l'expression. Et donc, quand on met le système, quand on réunit toutes les pièces du système, c'est vraiment compliqué à la fin, avec beaucoup de boîtes, chacune d'entre elles étant un réseau convolutif complet avec des centaines de millions de paramètres. Cette idée-là, en fait, consiste à avoir des réseaux spécialisés pour chaque échelle de vue d'un objet particulier pour pouvoir faire de la localisation plus précise et l'identification plus précise. Donc à la fin, quand on met toutes les pièces, quand on réunit toutes les pièces, ça fait un système vraiment compliqué. Il faut une grosse machine pour pouvoir entraîner ça. Mais ça marche bien. Donc c'est des exemples que je vous avais montrés, que j'avais montré dans la leçon inaugurale, qui
peuvent identifier des personnes ou des objets qui peuvent être identifiés d'une certaine manière qu'avec le contexte. Donc ça, ce sont en fait des erreurs. Ici, c'est identifié comme un gant de baseball. Bon, évidemment, si le système avait le contexte global de la scène, il pourrait identifier que c'est la personne joue au tennis et il n'y a probablement pas une grande probabilité de trouver un gant de baseball dans cette scène. Donc ce genre de choses n'est pas fait dans ce système-là, mais c'est relativement facile à intégrer en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il détecte toutes les voitures qui sont ici, la personne, etc. Mais il détecte aussi ça comme étant une voiture, ce qui est techniquement correct, mais bon, pas clair que ce soit un résultat escompté. Et puis bon, ça c'est assez bluffant. C'est vraiment, enfin, je suis vraiment surpris de la qualité des masques produits pour ces objets. Ici, il y a une erreur ici de ce pauvre agneau qui a été coupé en deux. Mais d'une certaine manière, il arrive à compter les pâtisseries, les sandwichs, les zèbres, etc. Donc c'est vraiment un système très performant. Mais dans la compétition Coco, il a été placé second. Et le gagnant, en fait, utilisait un système d'une certaine manière beaucoup plus simple. C'est en fait l'architecture RCNN, celle de Ross Gershick, avec des propositions d'objets et un reconnaisseur. La seule différence avec ce système-là, qui est d'une certaine manière beaucoup plus compliqué, c'est que le système gagnant est celui qui venait de Microsoft Research Asia, à Beijing, qui utilisait le réseau ResNet, donc le réseau très très profond, avec 150 couches et ses connexions à saute-mouton. Ce réseau convolutif-là marche mieux que les autres, et la différence de performance est suffisante pour que le système complet en fait, dépasse les performances de celui-là. C'est le travail principalement de Kai-Ming He, qui est à Microsoft Research à Beijing, donc qui a proposé cette architecture ResNet et qui l'a appliquée en fait à tout un tas de problèmes, non seulement ce problème de ce qu'on appelle COCO, donc Common Object in Context, mais aussi ImageNet, donc simplement reconnaissance d'objets purs, sans localisation, ainsi que des tâches d'identification de classes de très grand nombre qui ne sont pas connues a priori, donc très similaires au problème de reconnaissance de visage dont je parlais précédemment, mais centrées sur la reconnaissance d'objets spécifiques ou de monuments, par exemple, d'endroits géographiques, etc. Donc Donc il y a un avantage naturellement à la sophistication de l'architecture, mais il faut aussi un bon reconnaisseur de base. Et bien sûr, la première chose que l'équipe de Facebook a fait en revenant du workshop de la SCCV au Chili a été de remplacer ce réseau-là par ResNet, et bien sûr, les performances sont améliorées immédiatement. Alors, on va avoir un séminaire complet sur la connaissance de la parole la semaine prochaine, donc je ne vais pas en parler. Comme je l'ai dit pendant la leçon inaugurale, depuis un an ou deux, les réseaux convolutifs commencent à se généraliser un petit peu partout pour leur utilisation, en particulier pour une grosse utilisation actuelle et future, et pour les pilotes automatiques pour les voitures, ou en tout cas l'assistance à la conduite pour les voitures. Donc ça, c'est une espèce de carte un petit peu spécialisée pour faire tourner le réseau convolutif rapidement, qui est fabriqué par NVIDIA, la même compagnie qui fait les cartes graphiques, pour en fait être intégré dans les voitures et permettre aux voitures de faire la perception, d'avoir la perception visuelle et l'évitement d'obstacles, etc., la conduite automatique. Alors c'est une plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'il propose ça comme plateforme pour les ingénieurs, les développeurs, les constructeurs automobiles, etc., pour construire leur propre système. Ils ont des outils d'entraînement réseau convolutif, avec bien sûr des bibliothèques rapides qui font tourner le réseau convolutif rapidement sur leur circuit, refroidi par eau. Et ce système peut traiter les entrées de multiples caméras, parce qu'il faut beaucoup de caméras en fait, pour pouvoir voir autour de la voiture. C'est le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, qui a présenté ça très récemment. Donc ça marche
relativement bien. Une autre compagnie qui se concentre là-dessus, que j'ai mentionné aussi, c'est Mobileye. C'est une compagnie israélienne fondée par Amnon Shashua, qui était chercheur en vision, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui a fondé cette compagnie Mobileye il y a un peu moins de 10 ans, et qui depuis 2 ans a adopté un petit peu la religion des réseaux convolutifs, et s'est mis à implanter des réseaux convolutifs sur leur chip. Ils ont un chip spécialisé, en fait, pour faire le traitement visuel pour les voitures. Et ils sont un petit peu en avance sur NVIDIA, en sens que leur système est déjà intégré dans certaines voitures haut de gamme, en particulier les Tesla, qui permettent à ces voitures de rester dans la voie, d'éviter les piétons, de freiner si la voiture devant est trop près, etc. Et ça marche relativement bien. Ils utilisent en fait un encodage ici qui est très similaire à ce qu'on avait utilisé pour notre projet de robotique dont j'ai parlé la dernière fois, de robotique mobile, où une espèce de segmentation sémantique de l'image dans laquelle la partie traversable sur laquelle on peut déplacer la voiture est codée en vert ici, les obstacles sont en rouge, ou disons la frontière des obstacles est en mauve ici, ce qui permet en fait de savoir pour chaque direction la distance à l'obstacle le plus proche et ensuite de faire la planification à l'intérieur de ça. Alors ils ont eu un petit problème, ces gens, c'est qu'ils se sont aperçus que les réseaux convolutifs marchaient très bien il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, leur chip n'était pas fait vraiment pour faire tourner les réseaux convolutifs, donc ils ont utilisé un grand chausse-pied pour arriver à faire coller les réseaux convolutifs dans leur chip. Leur prochaine génération de chips, en fait, est beaucoup plus spécialisée pour les réseaux convolutifs et donc sera probablement beaucoup plus efficace. Mais bien sûr, ça prend très longtemps à faire le design d'un chip et le test, etc. Donc il y a toujours un délai de 2 ans à peu près. Alors ces idées de localisation d'objets, bien sûr, peuvent être utiles à tout un tas d'applications. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment sur les applications possibles des réseaux convolutifs à l'analyse d'images médicales. Pour la détection de tumeurs, par exemple. Il y a un gros avantage de ces méthodes, c'est qu'elles peuvent, en principe, regarder une image volumétrique, pas simplement une tranche comme on doit le faire quand on regarde un écran, mais elles peuvent en fait regarder on peut faire des convolutions en 3D, pas seulement en 2D, et donc regarder l'image complète, ce qui permet de corréler les vues dans les tranches différentes et d'identifier les zones à problème de manière un peu plus fiable. Alors, c'est un petit peu encore le début de ces travaux-là. Ça, c'est un travail qui a été fait à l'Université de Montréal, dans le labo de Yoshua Bengio. Il y a beaucoup de travaux sur les questions. Pas mal qui ne sont pas forcément faits à l'université ou dans les labos publics, mais plutôt dans des startups ou des compagnies privées. IBM travaille beaucoup là-dessus, DeepMind travaille là-dessus. Et puis il y a toute une collection de startups qui voient l'opportunité d'utilisation de ces méthodes pour l'imagerie médicale. C'est un énorme marché. Et je pense que c'est une application des réseaux convolutifs qui va probablement avoir un gros impact futur sur la santé publique. Voilà, alors je ne me rappelle plus si j'avais parlé de ça la dernière fois, mais les utilisateurs de Facebook téléchargent près d'1 milliard de photos sur Facebook chaque jour, et chacune de ces photos est reconnue par au moins 2 réseaux convolutifs, un qui fait l'identification d'objets et un autre qui fait la reconnaissance de visage, qui encore une fois n'est pas activé en Europe. C'est-à-dire que si vous habitez en Europe, il n'y a pas de modèle de visage qui est construit pour vous. Mais tout cela se passe en moins de 2 secondes, c'est-à-dire que moins de 2 secondes après qu'une photo a été téléchargée, la reconnaissance se produit et l'étiquetage est fait sur ces images. Ça demande une grosse infrastructure, beaucoup de logiciels systèmes en fait, pour gérer ce flux d'informations et une quantité de serveurs en fait, pour faire ça qui est assez énorme. Le nombre précis est secret, je ne peux pas vous le dire. Alors, donc parlons un petit peu de réseaux récurrents. Et j'en parlerai encore un peu plus la prochaine fois, mais j'aurais quand même dire quelques mots là-dessus, juste pour introduire le sujet. Alors les réseaux récurrents sont des réseaux dans lesquels on observe une entrée à l'instant T, le système prend cette entrée, prend un état précédent,
donc l'état du système à l'instant précédent, produit le nouvel état, et à partir de cet état interne, une sortie est calculée, peut-être avec un autre réseau, qui lui aussi peut regarder l'entrée et peut regarder des états précédents, pas simplement l'état actuel. Donc c'est un réseau à boucle avec un délai, si vous voulez. D'accord ? Donc au fur et à mesure à chaque fois qu'on observe un vecteur d'entrée, on fait un tour de la boucle ici et on produit une sortie. Alors comment entraîne-t-on des réseaux comme ça avec une boucle? On les déplie. On les déplie dans le temps. Donc si on les déplie, si on déplie ce réseau dans le temps et on a une copie du réseau à chaque instant, si vous voulez. Donc ça, c'est la copie à l'instant t-1, à l'instant t, à l'instant t+1. Donc à l'instant t, pour calculer l'état interne à l'instant t, on applique la fonction à l'état interne à l'instant t-1 et on prend l'entrée à l'instant t et on passe à travers ce réseau qui calcule la sortie à l'instant t. Et ensuite, c'est le même réseau qu'on applique au temps suivant. Donc si on a une séquence d'observation et peut-être une séquence de sortie désirée, peut-être pas pour chaque instant, mais en tout cas pour un sous-ensemble, finalement, tout ça revient à entraîner un réseau sans boucle, feed-forward, avec à cette seule différence que les poids entre les couches sont partagés. C'est-à-dire que ce module et ce module sont tous identiques, ont les mêmes paramètres, parce que c'est le même module à des instants différents. D'accord ? La même chose pour ceux-là, ils sont des répliques du même module avec les mêmes paramètres. Et bien sûr, on sait partager des paramètres entre modules. C'est ce qu'on fait pour les réseaux convolutifs, c'est ce qu'on fait pour les réseaux siamois dont j'ai parlé précédemment, les réseaux apprentissage métrique. On appelle ça les réseaux siamois parce qu'ils sont ces deux jumeaux attachés par la tête. Donc ce n'est pas un problème, disons, conceptuel particulièrement compliqué, si on sait calculer des gradients dans des réseaux compliqués avec la possibilité de partager les poids. On peut construire ces réseaux de manière très simple. Donc il y a des architectures de réseaux récurrents qu'on peut appeler réseaux récurrents multicouches, dans lesquels on empile ces fonctions-là. Donc on a une espèce de première couche ici qui prend les états à l'instant précédent, et puis la deuxième couche en fait prend les états de la couche précédente et son état précédent. J'aurais dû mettre un Z' ici peut-être. Et répète le processus, et puis finalement les sorties sont calculées à partir des états de la dernière couche. On peut empiler les couches. Mais il y a un problème avec les réseaux récurrents, et le problème est que si on déplie ce réseau avec trop de couches, on a des problèmes de convergence de gradients. Je pense que Yann Olivier va en parler un petit peu, pas précisément dans le cas des réseaux récurrents, mais le fait qu'on a ce problème. Alors c'est un problème qui avait été identifié par Yoshua Bengio et Patrice Simard il y a une vingtaine d'années, et puis par Jürgen Schmidhuber et Sepp Reiter aussi à peu près à la même époque. Donc le problème que si une de ces couches est relativement dégénérée, c'est-à-dire que la fonction qui calcule ZT en fonction de ZT-1 n'est pas bien entraînée et en fait produit toujours le même état, ça veut dire que en fait, l'état final ne va pas beaucoup dépendre de l'état initial. Et ça va conduire, ce que ça veut dire, c'est que le jacobien en fait, de ce réseau a des valeurs singulières 0 ou très petites. D'accord ? Et ça veut dire que quand on va rétropropager les gradients vont être tout petits. Parce qu'à chaque fois qu'on rétropropage les gradients, on multiplie par jacobien de cette boîte. Et ce jacobien peut avoir des valeurs propres 0 qui vont amenuiser les gradients. Et à mesure qu'on multiplie ça dans toutes les couches, ça va l'amenuiser de plus en plus. Et donc à la fin, on n'aura plus de gradient ici. Alors il y a un autre problème que Yoshua et Patrice ont identifié, qui est le fait que si on veut utiliser, la raison pour laquelle on veut utiliser des réseaux récurrents, c'est pour en fait pouvoir stocker des mémoires à long terme, pour pouvoir faire des dépendances à long terme. Donc par exemple, une utilisation très fréquente des réseaux récurrents, c'est la modélisation de langage. Donc l'observation est une fenêtre de mots dans un texte, et une prédiction qui est la prédiction d'une distribution sur le mot suivant qui peut se passer dans le texte, qui pourrait apparaître comme le mot suivant. Et bien sûr, pour que le système marche correctement, il faut qu'il se rappelle la structure de la phrase, donc il faut qu'il y ait suffisamment de mémoire à long terme pour que
pour prédire le dernier mot. Par exemple si particulièrement si c'est une langue comme l'allemand où le verbe est à la fin de la phrase très souvent, il faut se rappeler de quoi parle la phrase pour savoir comment accorder le verbe à la fin, et que par ailleurs il faut mettre un verbe, etc. Si la modélisation de langage est destinée à capturer en fait le sens d'une histoire, par exemple, il faut vraiment là des dépendances à long terme. Et donc pour avoir des dépendances à long terme, l'argument de Yoshua et Patrice, c'était de dire qu'il faut de la mémoire. Et si on a de la mémoire, ça veut dire qu'on a des états stables dans le système. Si on a des états stables, ça veut dire qu'il va y avoir un état stable, c'est un état pour lequel l'état final ne dépend pas de l'état initial. C'est-à-dire qu'on peut perturber l'état initial, on ne va rien changer à l'état final. C'est une espèce de caractéristique d'une mémoire. Une mémoire dans un ordinateur, par exemple, un bit dans une RAM, c'est bistable. On peut perturber l'état initial, il va revenir sur le 0 ou sur le 1. Donc c'est un peu le même principe ici. Et en fait, ça ouvre la boîte de Pandore qui correspond au fait que la puissance de calcul de ces réseaux récurrents en fait, est la même que les machines de Turing d'une certaine manière si on se permet d'avoir une dimension de l'état interne assez grande. On pourrait calculer en principe à peu près n'importe quoi à partir d'un réseau récurrent, des algorithmes très compliqués, des algorithmes NP-hard, NP-complet, etc. Donc forcément, il y a une impossibilité quelque part, il va y avoir une limitation de ce que ces réseaux vont être capables d'apprendre. Et donc cette histoire de mémoire, en fait, donc ce papier sur les limitations des réseaux récurrents, le fait qu'on veut les utiliser pour stocker des mémoires à long terme, et le fait que si elles stockent effectivement des mémoires à long terme, du coup la rétropropagation ne marche plus, date d'une vingtaine d'années, et ça a un petit peu tué l'engouement des chercheurs pour les réseaux récurrents. Donc il y a eu une espèce de période noire entre le milieu des années 90 et disons relativement récemment, à peu près 5-10 ans, où les gens n'utilisaient pas trop les réseaux récurrents pour cette raison. Mais en fait, il s'avère que cet argument est un petit peu faux. Enfin, faux. Alors, il n'est pas faux dans sa formulation, mais il est faux dans ses hypothèses, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas besoin de mémoire pour faire du calcul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stocker une mémoire stable pour se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé. Et la meilleure explication, pas très intuitive, mais j'y reviendrai dans un cours suivant, de ça, c'est l'existence du calcul quantique. Donc les ordinateurs quantiques, qui n'existent pas naturellement, enfin pas vraiment, mais disons dans le principe, un ordinateur quantique ne fait que des opérations réversibles. Donc il ne peut pas y avoir de mémoire dans un ordinateur quantique d'une certaine manière, parce qu'il ne peut pas y avoir d'état stable. S'il y a un état stable, les choses enfin, si plusieurs états peuvent converger dans le même état, d'un seul coup, l'opération devient non réversible. Et donc ça détruit l'idée complète du calcul quantique qui impose la réversibilité. Mais on peut démontrer qu'on peut faire à peu près n'importe quel calcul avec un ordinateur quantique, y compris les calculs qui, par ailleurs, nécessiteraient de la mémoire. Donc on n'a pas vraiment besoin de mémoire stable pour faire du calcul universel. Et donc ce théorème, d'une certaine manière, qui dit c'est pas bien d'utiliser des réseaux récurrents parce que s'il doit stocker la mémoire, on ne va pas être capable de les entraîner. Mais en fait, pas entièrement vrai. Il suffit de construire ces réseaux de telle manière à ce que les opérations qu'ils font pour calculer un état à partir de l'état précédent soient d'une certaine manière réversibles. Et il y a quelques travaux sur les questions récemment. Donc Yoshua et moi, en fait, avons travaillé sur cette question-là il y a une vingtaine d'années, mais on n'était pas arrivé à faire marcher. Plus récemment, il y a des travaux de son laboratoire et du mien sur des formes de réseaux récurrents dans lesquels on force l'inversibilité de cette fonction par plusieurs méthodes et qui du coup résolvent ces problèmes de vanishing gradient, comme on appelle ça. Alors une autre ruse pour arriver à augmenter la longueur de dépendance de l'état d'un réseau récurrent par rapport au passé est en fait d'empiler les couches et de faire que ces couches, les couches supérieures soient mises à jour plus lentement que les couches du bas. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un réseau récurrent qui est mis à jour à chaque instant, et puis au-dessus, on a une autre couche, donc c'est un petit peu comme un réseau convolutif avec du pooling et du subsampling, dans lequel la couche suivante est toujours récurrente, mais on la met à jour qu'une fois sur deux.
Et donc, avec le même nombre d'itérations, elle peut regarder 2 fois plus loin dans le passé. Donc il y a moins de chances que l'information soit perdue simplement à cause du fait que l'opération ici est irréversible. Mais d'une certaine manière, on peut voir ça comme une espèce de réseau convolutif dans lequel cette couche-là regarde 2 temps précédents, donc un réseau convolutif temporel, dans lequel chaque couche est aussi récurrente. Réversible, ça veut dire que si on peut calculer x de t plus 1 à partir de x de t, on peut aussi calculer x de t à partir de x de t plus 1. C'est-à-dire que cette fonction est bijective, cette fonction ici est bijective. Voilà une ruse encore plus simple qui a été proposée par Thomas Mikolov, Armand Joulin, Sumit Chopra et Michael Mathieu, qui sont, et Marco Lorenzato à Facebook AI Research à New York, qui consiste en fait à simplifier, en fait avoir deux catégories d'unités dans le réseau récurrent. Une catégorie d'unités récurrente qui est mise à jour à la vitesse habituelle, et un autre ensemble d'unités dont on impose que l'évolution soit lente. C'est-à-dire que l'état de cet ensemble d'unités en fait, ne peut pas changer trop vite. Et ça, c'est imposé par le fait que la matrice qui met ces unités à jour est très proche de l'unité. Donc on force cette matrice à être une petite déviation par rapport à l'unité. Donc cet état en fait, change relativement lentement. Et donc permet en fait, d'être utilisé comme contexte, comme mémoire, à relativement long terme, pour déterminer l'état suivant des unités qui, elles, sont rapides. C'est une idée vraiment simple qui marche très bien pour des choses comme la modélisation de langage, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi le fond est bleu, ça ne devrait pas, mais ils ont une série d'architectures possibles pour ces réseaux récurrents à plusieurs couches ou moins de couches. Et puis mais ce dont je voulais parler, c'est LSTM, et j'y reviendrai par la suite aussi, particulièrement la semaine prochaine, quand Gabriel Sinev vous parlera de reconnaissance de la parole avec réseaux neurones. Donc ça, c'est un type de réseau récurrent qui est devenu très très utilisé ces dernières années, qui s'appelle LSTM, donc ça veut dire Long Short Term Memory. C'était originellement proposé par Horreiter et Schmidhuber à la fin des années 90 pour justement résoudre ce problème des dépendances à long terme. Alors c'est un petit peu compliqué, mais l'idée de base est disons, relativement facile à comprendre. Chaque unité dans un réseau récurrent LSTM, et donc ce module est répété autant de fois qu'on a d'unités d'une certaine manière, avec des matrices qui connectent tout ça. On a donc une entrée. Cette entrée passe par des sous-réseaux qui calculent l'entrée du système. Donc ici, il y aurait l'équivalent du X que j'avais dans ma transparent précédent, qui peut passer par plusieurs couches, et qui rentre dans une unité qu'on peut voir comme un état interne. Et cet état interne, bien sûr, est utilisé par la sortie, par un autre morceau de réseau pour calculer la sortie. Mais alors, ce qui fait la particularité de LSTM, c'est que ces unités-là ont une boucle qui est en fait un poids très proche de l'unité. Donc chaque unité en fait, est connectée à elle-même avec une boucle de rétroaction dont le poids est très proche de 1. D'accord ? En général, un petit peu plus bas que 1. Et alors, il y a une entrée supplémentaire qui est calculée à partir des autres entrées qui produit un coefficient ici qui peut être mis à 0. Et dans le cas où il est 0, à ce moment-là, cette boucle de rétroaction est coupée. Alors donc, si la boucle de rétroaction ici est toujours allumée, c'est-à-dire cette entrée est à 1, cette unité en fait garde son état et ne fait qu'accumuler les entrées qui viennent. D'accord ? Donc c'est une espèce de Moyen-Âge sur le temps, on peut voir ça comme ça, d'accumulation d'informations sur le temps par addition simplement. Et elle maintient son état à mesure qu'on passe à travers la boucle. Mais si cette unité décide de se mettre à 0, d'un seul coup, cette boucle est coupée et cette unité est remise à 0. D'accord ? Donc elle oublie le passé d'un seul coup. Alors en fait, il y a le même principe pour écrire donc on peut voir ça comme une espèce d'unité mémoire. Et il y a une multiplication ici qui prend l'entrée
et qui permet d'écrire cette entrée dans cette mémoire en fonction de ce coefficient. Ce coefficient est à 0, rien n'est écrit dans cette mémoire. Cette mémoire se conserve, se préserve. Si cette entrée est à 1, d'un seul coup, cette entrée est écrite dans cette mémoire et ajoutée à l'état précédent. De même, l'état interne ici peut être activé, peut influencer la sortie à travers une autre unité qui active la sortie. En fait, si on prend tout ce petit circuit, ça correspond, c'est très similaire à, disons, une version un peu soft d'un circuit de mémoire dans un ordinateur, de mémoire statique, avec, enfin de mémoire dynamique, en fait plutôt, on pourrait avoir ça comme une espèce de condensateur de certaine manière, avec une entrée pour remettre la mémoire à 0, une sélection pour pouvoir écrire dans la mémoire, et une sélection pour pouvoir lire de la mémoire. Donc c'est un espèce de petit circuit mémoire implanté à l'intérieur d'un réseau récurrent, si vous voulez. Et ça marche relativement bien pour tout un tas d'applications, et c'est devenu, disons, un module un peu standard que les gens testent un peu systématiquement pour tout un tas d'applications. Donc il y a une application assez spectaculaire de ça qui est apparue il y a à peu près 1 an et demi, proposé par Ilya Sutskever et ses collaborateurs à Google, dans lequel il prend un réseau LSTM, il en empile plusieurs couches, je crois qu'il y a 4 couches. Ce réseau prend une phrase dans une langue, disons en anglais, et on peut voir le vecteur de sortie à la fin de cette période comme une espèce de représentation du sens de la phrase, si vous voulez. Et ensuite, il y a un autre réseau LSTM qui prend cette représentation et qui produit des mots dans une autre langue. Et les performances de ce système, à l'époque, étaient, disons, un tout petit peu en dessous de la performance du système classique, et combiné avec des systèmes classiques, en fait, dépassaient un petit peu l'état de l'art. Plus récemment, des gens ont fait des travaux un petit peu plus raffinés là-dessus, en particulier Kung-Yoon Cho, qui était postdoc à l'Université de Montréal chez Yoshua Bengio, qui est maintenant professeur à NYU, ainsi que Chris Manning et son équipe à Stanford. Donc ils ont raffiné ça, ils utilisent pas forcément du LSTM, mais ce qu'on appelle des GRU, donc des Gated Recurrent Units. C'est une espèce de version très simplifiée de LSTM un petit peu lourd, et avec des mécanismes d'attention. Vous entendrez parler aussi dans des semaines futures. Et avec ces systèmes, en fait, arrivent à battre les records actuels en traduction. Donc il y a beaucoup d'espoir que ces systèmes de traduction, en fait, vont dépasser les performances des systèmes classiques d'ici très peu de temps, et puis éventuellement être déployés par toutes les compagnies d'Internet. Si vous êtes intéressé par la modélisation de langage, il y a un article qui vient de paraître sur Archive par une équipe de Google qui en fait examine tout un tas d'architectures à base de LSTM et de réseau convolutif, ou de combinaisons de LSTM et réseau convolutif, entraînées sur des données de grande taille pour faire la modélisation de langage. Donc, encore une fois, on observe des mots et puis on essaie de prédire le mot suivant. En fait, leur système regarde non pas des mots, mais des caractères directement, et puis font une prédiction sur le mot suivant, soit avec un réseau convolutif, soit avec des réseaux récurrents. Ils ont fait des expériences à grande échelle, assez massives, et obtiennent des résultats vraiment excellents. La mesure de performance, la perplexité de l'ordre de 20 sur un corpus de 1 milliard de mots, enfin l'ensemble de tests. Et c'est les meilleurs résultats que j'ai vus je pense, qui ont été produits sur la question. Donc, il y a beaucoup de progrès qui est fait là-dedans. Ça demande de l'infrastructure de calcul assez importante, malheureusement. Voilà. Alors, je vais vous remercier de votre attention et passer la parole à Yann Olivier, qui va nous parler d'optimisation dans les réseaux de neurones.